compensation carbone. Alors la réponse est toujours non, mais c'est pas vraiment la réponse à laquelle on va tenter de répondre. On le voit, de plus en plus d'annonces de neutralité carbone de la part d'entreprises associent finalement la question de la compensation carbone à la plantation d'arbres. Mais est-ce qu'on peut vraiment compenser ces émissions en plantant des arbres? On l'a vu, finalement on peut avoir une tendance à résumer les projets de préservation des forêts par des nombres d'arbres plantés. On a vu que c'était quand même très limitatif et pas forcément le cas. Mais on a aussi notre équivalence qui pose problème, c'est la question du carbone capté. Nos intervenants vont essayer de répondre à la question est-ce que les crédits carbone sont des outils adaptés pour financer les projets forestiers? Et on ira aussi également sur les sujets de cette pertinence de cet indicateur, mais surtout les questions de communication. Nous allons donc accueillir pour cela Charlotte Méris, directrice de Cœur de Forêt, Camille André, consultant indépendant et administrateur de All for Trees, César Dugas, co-responsable du pôle neutralité et co-lead de la Net Zero Initiative chez Carbone 4, et Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà organisé un cycle de conférences sur ce sujet-là, 3 tables rondes qui avaient été assez denses. On avait parlé justement de la problématique de la compensation carbone, de planter des arbres à bas prix, du tree-washing. On avait même mis en avant, alerté la question de la neutralité des avions, des vols neutres en carbone. Là, ce qui va être important, c'était déjà il y a 2 ans et demi. Vous étiez déjà là, César, Charlotte, sur cette table ronde. L'idée, c'est de faire un petit peu le point, comment ça a avancé ce sujet-là. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on s'approprie ce concept de contribution à la neutralité carbone qu'a fait émerger Carbone 4? On va commencer avec Charlotte. Charlotte Méris, tu es ingénieure en horticulture et paysage, directrice de Cœur de Forêt depuis 14 ans. Comme on a pu le voir tout à l'heure, vous agissez à la fois à l'international et également en France. Tu as pas mal participé ou contribué aux réflexions du précédent groupe de travail sur la compensation carbone et la reforestation que nous avions animé de 2019 à 2020. Tu continues également à suivre le groupe de travail qui est animé par Carbone 4 sur la Net Zero Initiative. Bon, première question, est-ce qu'on peut vraiment compenser ces émissions en plantant des arbres? Merci, bonjour à tous. C'est la question qu'on nous pose, je pense, 3 fois par jour au téléphone. Et elle est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est très, très symbolique parce qu'un arbre capte du CO2, le sol capte du CO2. Elle est montée en puissance avec la COP21 et les stratégies de neutralité carbone. Le travail qu'on a fait sur le travail de compensation carbone il y a 2 ans, il a été assez clair sur la conclusion. Je la transmets telle quelle, c'est non. La réponse est assez claire, c'est non. Mais pourquoi? Non seulement par rapport à la partie de la question qui est autour de la compensation. C'est vrai que la compensation et la logique qu'on en a vue au début de dire 1 moins 1 égale 0 ne peut pas perdurer parce qu'elle est face à une masse ce que pourrait avoir comme effort de réduction d'entreprise. Et donc, nous, en tant que porteurs de projet, on était aussi un peu bloqués et on se sentait par moments être pris comme un alibi pour l'entreprise. On était un peu l'étendard. Et c'est vrai que le travail qui a été fait par Carbone 4 apporte une solution à toute cette vision de compensation. Je pense que c'est, je veux dire, très très bien les choses mieux que moi. Sur le volet plantation d'arbres et indicateurs carbone qu'on peut avoir aujourd'hui sur les attentes envers le projet de préservation des forêts, on a été très clair sur le fait qu'on avait une adéquation entre cet indicateur-là, qui n'est pas du tout né du terrain, qui n'est pas du tout né de la logique de préservation des forêts, de restauration des forêts. La table numéro 1 l'a très bien expliqué. Le contexte de la déforestation, de la préservation des forêts, il est lié à la pauvreté, à des techniques agricoles qui sont néfastes. Donc uniquement dire qu'on va capter du CO2, ça ne rime à rien, vu qu'on doit pour cela mener des actions de sensibilisation, de développement économique et aussi de préservation de l'environnement. Les actions qu'on met sur le terrain, elles sont beaucoup plus complexes. Et par exemple, quand vous avez un arbre qui est planté, certes vous avez X tonnes de CO2,
Mais cet indicateur-là ne va pas du tout nous donner d'informations sur le fait que l'arbre qui a été choisi, il a été choisi parce qu'il luttait contre l'érosion, parce qu'il y avait une préservation du cycle de l'eau, parce qu'il générait des revenus, parce qu'il permettait d'être un abri à la biodiversité. Toute cette richesse-là, finalement, qu'on a sur une ingénierie de projet, une pertinence de projet, elle est totalement absente du volet carbone. Et d'autant plus quand on a une stratégie et un courant de marchandisation de la tonne de CO2 et donc des coûts très bas, on voit très bien qu'on peut avoir une logique de perversion de la qualité des projets par rapport à cette attente de tonnes de CO2. Donc c'est vraiment ce qui nous a aussi bloqué. On a aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets qui n'arrivent pas à aller dans cette démarche-là, alors que plein d'entreprises aimeraient aller compenser leurs émissions, aller donner de l'argent. Donc il y a vraiment aujourd'hui un fossé entre cette envie d'entreprise, cet indicateur carbone qui est hyper important pour le bilan carbone, pour la stratégie, pour réduire nos émissions et puis finalement aller vers des stratégies de réduction et de limitation à 1,5 degré. Mais par contre, c'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on peut mener sur le terrain. Et c'est vraiment l'enjeu de table ronde et des travaux qu'on peut mettre en place, c'est comment est-ce qu'on peut faire différemment en rejoignant ces deux mondes qui sont de très bonne volonté, même si on a des opérations technologiques, on sait tous, mais la plupart des personnes ont envie d'aller dans une contribution positive. Donc il faut qu'on trouve aujourd'hui les moyens aussi de pouvoir associer ces deux envies. Finalement, lié à la question du climat, CO2 et de la diversité, on a vu beaucoup plus complexe. Camille André, tu es consultant indépendant, également administrateur de l'association Fortuise, spécialisé sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et on t'a proposé de t'interviewer parce que tu as aussi animé la plateforme Compensation Carbone soutenue par l'ADEME lorsque tu étais au Jeunesse. J'aimerais que tu reviennes finalement sur la base de ces mécanismes de certification carbone, à quoi ils servaient, quelle était leur utilité, et finalement quel type de fonctionnement tu identifies. Merci beaucoup de m'attendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je pense que c'est intéressant, c'est de se poser la question sur qu'est la compensation, c'est quoi l'origine de tout ça. Donc à la base, c'est quand même l'idée qu'un acteur émet une tonne de CO2 quelque part et qu'en face, on va émettre soit une tonne séquestrée à travers un projet où on va être sur du renforcement forestier, par exemple, de la préservation de forêt, ou un projet où on va réduire cet équivalent de tonnes à travers peut-être des actions de type économie d'énergie, de type projet qui vont permettre de l'efficacité énergétique. C'est des exemples de ce que c'est la compensation à la base, déjà. Donc ensuite, ce qui est le sens de la question sur la certification carbone, je pense que vous avez peut-être toutes et tous entendu parler de ces mécanismes-là. On a des grands noms comme Gold Standard, comme FERA, comme les mécanismes de développement propre, qui sont du coup des organismes qui vont certifier la qualité de ces tonnes de CO2 qui sont soit séquestrées, soit réduites à travers des projets. C'est ça le fondement de ces mécanismes de certification. Et du coup, on peut se poser aujourd'hui la question de leur utilité. Bien sûr qu'ils sont utiles, puisque ces crédits certifiés vont permettre en fait de donner une forme de garantie de qualité de ces tonnes-là. Ils sont utiles, clairement ils sont utiles. Si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, tout ça, ça découle quand même du protocole de Kyoto à la base. Donc, on a eu ce protocole qui était une logique de marché, qui avait pour objectif quand même à la base de donner un prix au carbone. Il y avait d'autres solutions, mais c'est celle qui a été choisie. Et on a pu observer en fait à travers ce mécanisme-là qu'on avait un besoin de garantir la qualité de ces tonnes qui étaient réduites ou qui étaient séquestrées. Donc ça, c'est vraiment la base de ces mécanismes de certification. L'autre partie de la question, c'est est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Clairement, des dysfonctionnements, il y en a eu, il y en a encore. Il y en a encore assez massivement d'ailleurs. Si on essaye un peu déjà de prendre le principal dysfonctionnement, c'est la question du prix. Je ne sais pas si je demandais à la salle à n'importe qui quel est le prix moyen de tonne de carbone, enfin un crédit carbone vendu en France en 2020, avec quel prix vous me donneriez. Le prix c'était 4,50 €. D'accord? C'est justement la plateforme Info Compensation Carbone qui donne ce prix-là. Donc c'est pas très compliqué de se dire que c'est beaucoup trop peu. D'accord? C'est vraiment un prix qui est bien trop faible. On a besoin aujourd'hui sur les projets de financement. D'accord? Donc ce prix-là, ce prix n'est pas incitatif, ne permet pas d'avoir des projets de qualité grâce au financement carbone. Ce qu'il faut aussi retenir sur cette question-là, cette question du prix, c'est la question de l'incitation. À la base, du mécanisme de Kyoto, le but c'était quand même de réduire les émissions. Quand on a un prix carbone à 4,50, on n'a absolument aucune incitation à réduire ces émissions, puisque c'est un prix qui est beaucoup trop faible et qui ne va pas du tout permettre, dans une logique d'entreprise, de se dire ah merde, il faut que j'arrête d'émettre parce qu'en fait ça va me coûter cher. Non, ça coûte pas cher. Du coup, cette logique-là, elle est cassée par cette faiblesse du prix.
La seconde logique, et je la traiterai un peu plus en détail dans une autre partie de la table ronde, mais c'est la question de la quantité versus la qualité. Ça, c'est un second dysfonctionnement, c'est qu'aujourd'hui, on est, malgré la certification, sur une logique quantitative. Donc on va avoir des projets qui vont avoir des qualités très différentes, qui ne vont pas forcément, réellement avoir des impacts environnementaux, des impacts climatiques, et ça, je vais en reparler un peu plus tard. Et du coup, les deux autres dysfonctionnements qu'on peut identifier, c'est la question de l'additionnalité de la permanence. On a aujourd'hui de nombreux projets qui ont été institués sur la question du carbone, et ces projets ont quasiment tous en commun des problématiques de dysfonctionnement au niveau de l'additionnalité. Comment est-ce qu'on prouve que cette tonne de CO2 qui a été réduite par le projet a été réellement réduite et permise par ce projet et par le financement de la finance carbone? Ça, c'est la question de l'additionnalité. En fait, cette tonne aurait pu être réduite hors de l'action. La question de la permanence, elle est centrale dans le sujet des forêts, puisque du coup, qu'est-ce qui nous garantit que ces projets qui sont mis en œuvre vont durer dans le temps, que cette tonne réduite va permettre réellement d'être réduite dans le temps, qui ne va pas être relâchée. Un arbre, ça brûle, un arbre, ça meurt. Un arbre, ça peut être coupé, ça peut être énormément d'usages des arbres. Donc on a quasiment aucune garantie que cette tonne effectivement séquestrée va être dans une durée suffisante pour venir corriger le problème. Et le dernier, et après je le tais, c'est le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, les émissions augmentent. Je pense que je vous apprends rien encore, mais on a battu un nouveau record, on en a chaque année, les émissions augmentent. Ce qui veut dire que ces mécanismes, même ces certifications, pour l'instant n'inversent pas la tendance. Ça ne marche pas, en fait. Si on résume le problème, ça ne marche pas. Ce protocole de photo ne fonctionne pas, ces mécanismes carbone ne fonctionnent pas. On consomme toujours 1,7 planètes chaque année, on a un jeu du déplacement qui s'accélère et qui arrive de plus en plus tôt, donc on a une problématique qui ne se traite pas. En tout cas, pas par ces mécanismes. Merci, c'est très intéressant. Et si on reprend un petit peu l'exemple que tu viens de donner, finalement, pour un aller-retour Paris-New York, où je vais mettre 4 tonnes, il suffirait de compenser pour moins de 18 €. C'est ça. Ok, juste pour avoir des ordres d'idées. On va continuer avec César Dugas, tu es ingénieur, co-responsable du pôle neutralité carbone et carbone 4 depuis 2006. On va dire clairement, non, 2006, depuis 6 ans. J'étais au collège. Vous avez fait avancer grandement ce sujet avec la Net Zéro Initiative. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes un des acteurs qui fait le plus avancer ce sujet. Vos travaux ont même été repris dans les avis de l'ADEME. Tes équipes participent aussi depuis 2019 à nos différents groupes de travail. On va toujours vous accueillir, là, notamment sur le dernier groupe de travail sur les évaluations d'impact. Ça veut dire quoi? Contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Comment on sort de cette logique de compensation carbone? Qu'est-ce que vous proposez? Et comment finalement s'inscrivent ces projets de préservation et de restauration des forêts? Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, pour bien comprendre la notion de contribution, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'historique de Net Zero Initiative. NZI, c'est le nom qu'on donne intimement. Ça a démarré en 2018-2019. C'est un projet qu'on a impulsé côté Carbone 4 parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait de plus en plus d'allégations relatives à la soi-disant neutralité carbone des produits, des services, voire des organisations entières. Et que ça nous semblait urgent en fait de dire quelque chose sur la question et de reposer un cadre méthodologique qui nous semblait robuste pour parler en fait neutralité, parler compensation, parler atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Donc ce qu'on a analysé, vraiment Carbone 4, on est historiquement pas du tout sur les notions de crédit carbone, compensation, etc. On a été vraiment, et on l'est toujours, de purs acteurs du conseil, mais la situation nous a fait dire qu'il faut qu'on creuse le sujet, qu'on s'intéresse à ce monde-là. Le péché original qu'on a découvert, qui a été rappelé par vous deux, c'est que la notion de neutralité carbone, la notion de compensation, commettait l'erreur de mettre sur le même plan les réductions d'émissions de l'entreprise et les achats de compensation. Comme si réduire dans sa chaîne de valeur et acheter un crédit à 4,50 €, c'était la même chose. Ça, c'est pas vrai du tout. On l'a démontré de 17 manières différentes, je crois, mais je peux en donner deux éléments d'argumentation. Le premier, c'est exactement ce que tu as dit, Camille. Économiquement parlant, ça ne marche pas. Acheter 4,50 € de compensation, c'est ridicule par rapport
à la valeur de l'action pour le climat, qui est celle de la France, et qui est, donc typiquement, vous regardez la trajectoire Kinet, aujourd'hui on va être à 80 € la tonne, qui est la valeur de l'action pour le climat, ça va être probablement 100 € dans quelques années, 750 € en 2030, comme ça. Donc on voit qu'économiquement parlant, c'est difficile de mettre sur un même ordre d'idées des changements structurels dans nos économies industrielles et matures, et des changements incrémentaux dans des économies en développement. Un deuxième argument, très rapidement, c'est un argument d'ordre physique. Aujourd'hui, on émet 35 milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, on a, donc c'est le robinet de la baignoire, on a un siphon de baignoire qui doit normalement évacuer un peu de CO2 grâce aux forêts au sol. Aujourd'hui, ça n'évacue rien, puisque tout est cassé, on déforeste trop, on reflue du CO2 dans l'atmosphère. Et si on s'intéresse à la capacité maximale d'absorption de ce siphon, si on réussit un jour à le réparer, et là, c'est 4 milliards de tonnes de CO2 par an, on peut au maximum développer grâce à ce siphon naturel. Donc on voit qu'on est absolument obligé de réduire les émissions. On ne peut pas simplement se baser sur l'achat de crédits qui plantent des arbres. Donc la neutralité carbone, on a voulu la remplacer par autre chose, la compensation, on a voulu la remplacer par autre chose, qui est cette notion de contribution. Contribution à quoi ? Je vous le donne en mille, à la seule neutralité carbone qui est correctement définie par la science du climat, qui est la neutralité définie à l'échelle planétaire, et qui est ce moment auquel on aimerait parvenir idéalement en 2050, qui est l'équilibre entre le robinet d'émissions et les puits de carbone. Et nous, notre position chez Carbone 4, c'est de dire une organisation, son rôle, c'est pas forcément d'être neutre en soi, parce que les définitions sont toujours extrêmement floues et très, très fluctuantes, mais c'est avant tout de contribuer au juste niveau à l'atteinte de cet état collectif de neutralité carbone. Et du coup, dans le même mouvement, ça ne veut pas du tout dire qu'on jette à la poubelle les notions de crédit, les notions de soutien financier à des projets de plantation d'arbres, au contraire, parce que ça doit faire partie de la solution. Simplement, on dit une entreprise qui souhaite faire cette démarche-là, et on l'appelle de nos voeux, doit compter de manière séparée ses actions et doit complètement la décorréler de ce qu'elle fait par ailleurs et de manière prioritaire sur la réduction de ses émissions. Et avec Net Zero Initiative, on a développé une sorte de dashboard, de matrice, tableau de bord du pilotage de l'action, pardon, je cite ici, du pilotage de l'action climat des entreprises, qui peut être vu comme une sorte de généralisation de la notion d'empreinte carbone. L'empreinte carbone et son pilotage, c'est à gauche. Si votre scope 1, 2, 3, vous réalisez et vous êtes obligé de le faire, vous avez des objectifs exécutés. Mais en revanche, si vous voulez contribuer en dehors de cette sphère de réduction d'empreinte carbone, vous pouvez soit décarboner votre écosystème via ce qu'on appelle les émissions équitées, ou soit contribuer à retirer du CO2 de l'atmosphère. Et c'est là, dans cette petite catégorie-là qui est juste au-dessus de moi, que figurent les projets de contribution à la séquestration carbone. Et vous voyez qu'en termes de comptabilité et en termes visuels, les deux sont vraiment séparés. Donc c'est ça la contribution. On est zéro. Encore une fois, on revient à des systèmes très simplifiés, à des systèmes un petit peu plus complexes, mais qui s'apparentent plus à la réalité. C'est vrai qu'il y a un chiffre que je n'ai pas cité, on oublie de citer souvent. La déforestation et la dégradation des forêts représentent 13 à 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est clair que déjà, si on s'attaque à la question de la déforestation, on court finalement dans le vide en essayant de planter des arbres. Donc faites les deux et faites avant tout la préservation et la lutte contre la déforestation. Merci César. J'ai encore une question pour toi. Il y a 2 ans, on était sur cette table ronde. On s'était posé la question, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un glissement sémantique entre la compensation et la contribution à l'atteinte de la neutralité carbone, sans réel changement de pratique? Comment toi tu le perçois aujourd'hui, 2 ans après cette tour, mais quand même? Alors ouais, c'est intéressant de planter ça du bois, parce qu'effectivement, j'ai vu dans les 2-3 dernières années des acteurs économiques qui ont décidé de manière très habile de changer simplement leur sémantique, sans rien changer par ailleurs. Au lieu de dire je compense, je contribue à la neutralité, et je n'essaie pas de changer les choses par ailleurs. Il faut bien comprendre que cette notion de contribution, c'est pas un changement de sémantique, c'est un changement de paradigme.
L'idée, c'est de cesser de se représenter comme simplement une entité qui peut magiquement devenir neutre sous l'effet d'une opération magique, arithmétique et comptable, mais de se penser comme une entité qui doit profondément se transformer en 30 ans. Et notamment en se décarbonant, et notamment en soutenant des projets de reforestation et d'évitement d'émissions. Néanmoins, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que malgré ces accidents-là, ces boîtes qui finalement ne font que changer de nom, j'ai l'impression que la notion de contribution, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer en France sur la compréhension qu'à la fin, ce qu'il faut faire, c'est juste repenser son business model et par ailleurs aider des acteurs en dehors de sa chaîne de valeur. Et que ces deux opérations parallèles, essentielles, mais non fongibles entre elles. Et j'ai l'impression que c'est un mouvement qui peut encore prendre de l'ampleur. Oui, je vois un peu comme ce que vous expliquez Elodie Alpes juste avant, finalement, d'avoir une démarche de réflexion et une contribution à côté, et sans forcément avoir cherché à communiquer en termes de neutralité carbone. Donc finalement, si je comprends bien, on doit réduire par 4, par 7 nos émissions d'ici 2050, donc il nous restera des émissions, cette trajectoire va être très drastique. Aujourd'hui, nos écosystèmes émettent à cause de la déforestation, des pratiques agricoles. Il faudra juste qu'on ait 2 fois plus de puits de carbone. Donc c'est pas du tout le même effort. Donc finalement, ça fait pas faire 1 mois et 0. Il faudra finalement investir pour que dans 20 ans, ou même avant, espérons-le, il y ait assez d'écosystèmes pour absorber nos émissions qui seront toujours présentes. Justement, on l'a vu, glissement sémantique, qui dit sémantique dit communication. Valérie Martin, vous êtes en charge des services mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, l'agence de la transition écologique placée sous le tutelle des ministères en charge de l'écologie, l'énergie et l'enseignement supérieur à la recherche. Je ne sais pas si on a encore vraiment besoin de présenter l'ADEME et l'ensemble de vos rapports, mais vous, ça fait plus de 15 ans que vous travaillez sur les questions de communication responsable, et on s'entend à la communication. Finalement, vous avez publié, donc, participé à la publication de plusieurs ouvrages, on vous présente les derniers, donc je le disais en introduction de cette heure, finalement vous avez repris l'avis, la Net Zero Initiative publiée par Carbone pour publier un avis d'expert. Pourquoi pour vous c'était un sujet important et quelles sont les problématiques à cette allégation de neutralité carbone? Bonjour à tous. En fait, je pense que, et merci également pour l'invitation, en fait, on voit fleurir aujourd'hui de plus en plus ces allégations un produit neutre en carbone qui n'a pas vu écrit sur un emballage ou sur une annonce, que ce soit de la part d'une entreprise, que ce soit de la part d'un territoire ou autre. Et malgré ce que César disait, on sent quand même qu'il y a une difficulté à comprendre que ce concept de neutralité carbone, il s'adresse à l'échelle planétaire et qu'il ne peut pas être réduit à l'échelle du produit, du service, de l'entreprise, du territoire. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier souci parce qu'il n'y a pas cette compréhension. On en a fait un objet de communication, un objet marketing. Et ça nous pose un véritable problème. Parce que du coup, on va rechercher avant tout le bon mot. Et sans doute que la bonne formulation pour faire vendre. D'ailleurs, quand je participe à des tables rondes ou à des échanges avec des acteurs, c'est ce qu'on me dit. Oui, mais ça, on comprend au moins. Toi, ce que tu nous dis, c'est quand même complexe. Oui, enfin, ce que vous dites, vous, c'est trompeur. C'est trompeur parce que ça met complètement en arrière le fait que, de toute façon, il va falloir réduire drastiquement les émissions et que c'est pas par l'opération du Saint-Esprit que, brusquement, ces émissions vont disparaître. C'est pas possible. Hein. Et que, de toute façon, par nature, tout produit, tout service va générer des émissions. Donc, il ne faut pas faire croire avec ce terme qu'il y a des choses qui vont changer. Deuxièmement, et je trouve que c'est là où c'est pervers pour nombre d'entreprises et d'organisations de territoire, c'est que ça va masquer également les efforts réels qui sont faits par certaines entreprises ou certaines organisations. Quel dommage, parce que et madame tout à l'heure vous expliquez ce que vous faisiez, le fait d'utiliser le même terme qu'un autre qui va avoir une démarche qui est beaucoup moins vertueuse, hein, qui va viser par exemple à faire de la plantation industrielle d'arbres à outrance, etc., pour pouvoir ajouter ce petit terme marketing, en fait, on ne peut plus nous distinguer. Donc, les citoyens, ils ne savent plus non plus regarder ça. Donc, on
voit bien que ça s'appuie sur cette notion de compensation carbone, neutralité, contribution à la neutralité carbone, compensation carbone, tout ça, ça se mélange dans la tête de tout le monde, sans savoir non plus derrière ce qu'il va y avoir comme type de projets. Et on voit bien qu'il y a des projets très différents entre ce que nous a bien montré la table tout à l'heure, ce dont vient de parler César également sur des projets bas carbone, voilà, comme ça. Et enfin, ça projette un imaginaire trompeur, le mot neutre, il est trompeur. Or, beaucoup d'entreprises, beaucoup de territoires ont envie de se lancer dans des actions de communication responsable. Peut-on dire que l'on fait de la communication responsable quand on projette un imaginaire trompeur dans l'esprit du citoyen? Et donc, quand on va quelque part couper sa capacité à passer à l'action. Dernier point, qu'est-ce que ça fait? Compensation carbone, contribution carbone, tout ça, ça réduit l'affaire à une sorte d'histoire de comptabilité carbone. Tout à l'heure, votre communication, comptabilité, tout le monde n'aime pas nécessairement toujours ça. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous les beaux projets dont vous avez parlé, notamment au cœur de forêt? Il y a derrière la préservation de la biodiversité, il y a un nouveau mode de vie aussi qui est plus compatible avec des ambitions qui ont été mises dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc, à force de ça, vous voyez, on réduit toute l'ambition qu'il y avait derrière à une histoire d'argent, à une histoire de communication et de marketing, et donc on fait perdre l'esprit même. Ce qui veut dire qu'on tue aussi la possibilité d'engager les gens dans une réflexion autour du monde dans lequel ils veulent vivre, et donc de ces nouveaux modes de vie qu'il va nous falloir développer quoi qu'il se passe. Et c'est vrai que finalement la communication qu'on fait, c'est aussi bien de l'entreprise vers le client, mais on se rend compte aussi que ça génère finalement une concurrence aussi déloyale entre les porteurs de projets qui n'arrivent plus à présenter leur projet. On le voyait tout à l'heure sur la question du prix. Nous, on avait très rapidement, dès 2018, mis sur la table la question du, on l'a appelé tree-washing, l'art de faire du greenwashing en plantant des arbres, mais c'est un vrai sujet parce qu'on trompe le citoyen qui ne comprend plus les enjeux, on trompe les entreprises qui ont envie de faire les bonnes choses dans la démarche. C'est vrai que c'est un sujet qu'on nous porte à cœur parce qu'on est une association et on essaie d'être au cœur de l'intérêt général et on ne veut pas tromper les citoyens. Et de plus, sur le greenwashing, j'aimerais juste rappeler une chose. Ça fait longtemps que je travaille sur ce sujet-là. On a créé le guide de l'éco-communication, je l'ai coordonné en 2007. C'est comme madame, à l'époque, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un succès d'estime, on va dire. Or, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une sensibilité grandissante, alors des ONG, vous allez me dire, ça fait longtemps, mais également des collectifs de citoyens. On pense tout de suite à Réveil écologie, Mon Pote, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le name and shame se fait de plus en plus pressant. Et donc là aussi, le risque réputationnel pour l'entreprise, il va être extrêmement fort. Or, cette question de la réputation, elle est quand même au cœur même de la stratégie de viabilité des entreprises. Donc c'est parfois surprenant de voir que le non-arbitrage qui est fait entre l'utilisation d'un bon mot et les risques qui peuvent découler de recours à ce greenwashing, qui n'est pas nécessairement, et je vous rejoins tout à l'heure Jonathan, vous le disiez, c'est pas fait sciemment. Il y a un problème de formation, il y a un problème de compétence, parce que, non, c'est pas en claquant des doigts qu'on va tout savoir sur le sujet. Personne, c'est pas possible. Il faut faire du recyclage régulier. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut légiférer on sait que là, il y a le décret d'application de la loi climat et résilience qui a été publié. Qu'est-ce que ça va changer? Quelles sont les avancées, notamment sur ces allégations carbone? Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la loi climat et résilience, sur le fameux article 12. Les deux décrets, j'insiste, il y en a deux. Il y a un décret sur la question des allégations carbone, puis l'autre, c'est combien ça va vous coûter si vous êtes attrapé. Je vous invite aussi à regarder, il y a le 358 et le 359, regardez-les bien tous les deux. Voilà, ils ont été publiés le 13 avril 2022 et ils entreront en application le 1er janvier 2003. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que concrètement, mieux, il ne faut pas recourir à l'utilisation de neutrons carbone, d'accord, en communication. Mais vous pouvez cependant y déroger. Simplement pour y déroger, le code de l'environnement est assez précis. Je vous ai pris les notes pour que vous puissiez revoir ça. D'abord, ce qu'il vous dit,
c'est que donc, on parle, là je dis neutre en carbone, hein, mais c'est tout ce qui va autour. Hein. C'est des formulations associées comme bas carbone par exemple, 100% compensé. Enfin, vous en connaissez tous, donc imaginez-vous toutes ces formulations. Eh bien, ce qu'il vous dit, premièrement, c'est que vous allez devoir produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour le produit dont vous allez faire la publicité, produit ou service. Okay, ça, c'est important. Que ce bilan doit être mis à jour tous les ans. En plus, vous devez vous appuyer sur des méthodologies et des référentiels méthodologiques reconnus, comme la norme NF ISO 14067, ou équivalent. Mais déjà, ça vous met dans l'ambiance. Deuxièmement, vous allez devoir publier des informations compréhensibles, j'insiste sur le mot compréhensible, pour le commun des mortels, sur votre site, voire votre appli. Que, attention, ça va concerner toutes les publicités, et c'est là où c'est intéressant. Ok, les publicités commerciales, mais aussi les publicités que vous allez faire sur les réseaux sociaux, mais le petit truc fun aussi sur les emballages. Et ça, vous n'êtes pas toujours bien lu. Ça commence à devenir intéressant. Vous savez, l'eau minérale en plastique où il est marqué neutre en carbone. Vous voyez, c'est à laquelle je fais référence. Ensuite, non seulement vous allez leur présenter un rapport avec le résultat du bilan, la synthèse de la méthode, la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associée avec les objectifs de progrès quantifiés sur chacun de vos produits ou services sur lesquels vous avez eu envie d'afficher la question de la neutralité carbone. Et puis vous allez devoir détailler ensuite, parce qu'il ne faut pas bien, les modalités de compensation des émissions résiduelles qui précisent la nature et la description des projets de compensation. Ok, c'est peut-être pas la panacée universelle, simplement c'est assez exigeant quand même. Et moi, je vous dis une chose, ça limite déjà fortement les choses. Donc en ça, il ne faut pas oublier qu'on peut, si on lit bien le décret, ça va limiter quand même un peu fortement, et c'est là aussi, je pense, quelque chose qui va certainement pouvoir aller dans le bon sens. C'est pas moins loin que ce que certains demandaient, mais néanmoins, il y a quand même des exigences. À l'ADEME, dans l'avis qu'on a publié sur les allégations carbone, parce que là-dessus, on a un rôle à jouer, on dit, il faudrait mieux éviter, bannir toute formulation utilisant le terme neutralité carbone. C'est une recommandation. Et merci. Effectivement, je pense que ça va commencer à être sportif, mais César, oui, justement, vous nous aviez soumis des recommandations sur la vue du décret. Est-ce que tu penses que ce décret est suffisant? Quels sont les leviers, selon toi, qui vont permettre d'être activés? Voilà, quel est ton avis sur ce décret de loi? Donc, on a émis un avis public sur ce décret, sur la loi relative sur la neutralité carbone des produits et services. Au premier abord, mon opinion en perso, c'est de dire effectivement, la liste, la to-do list est tellement longue, et ça a l'air tellement écrasant que c'est mieux que rien. Et moi, je suis d'avis un peu différent de ça, parce que je pense que c'est pire. Donc j'ai deux points là-dessus. C'est premièrement, il faut voir que ce que vient de lire Valérie, c'est la V3, ou en tout cas une énième itération du projet de loi initial. Le projet de loi initial, c'était un projet de loi qui était en total accord avec l'avis de la sur la question, et qui était, comme tu l'as dit, une pure et simple interdiction de la mention de neutre en carbone sur n'importe quel produit service. Et par la magie du travail parlementaire, des échanges avec l'industrie, il y a eu, c'est interdit, sauf si vous avez la mesure, la réduction et la compensation. Et j'arrive à mon deuxième point qui est, certes, ça peut être vu comme un garde-fou suffisant, mais on peut voir l'inverse, on peut le voir d'une autre manière, on peut le voir en creux, on peut se dire que si l'entreprise réussit bel et bien à tout cocher, et croyez-moi que c'est pas si difficile, malgré le fait que ça soit long, en fait c'est le quotidien des départements RSE, on fait ça, la mesure, etc. En fait, l'interdiction devient de fait une autorisation. Et une autorisation annulée par la loi qui, du coup, coupe l'herbe sous le pied d'éventuelles attaques en justice, par exemple, d'allégations sur cause. Tout simplement parce que maintenant, il y a un texte législatif qui dit, en fait, vous avez le droit de le faire. Et moi, le gros problème que j'ai avec ces conditions, c'est que c'est des conditions qui laissent entendre que n'importe quel produit ou service, à condition d'avoir mesuré et compensé, peut avoir accès à cette allégation de neutralité. Et moi, je me suis amusé à écrire que si on suit à la lettre cette loi, on peut vendre du pétrole neutre. Bah oui, je sais combien ça émet. J'ai un plan pour réduire de 0,1%
en 30 ans. Et puis j'ai tout compris. Plantant des arbres. En plantant des arbres, à 12 €, parce que j'ai trouvé une super affaire. On peut faire des centimes. Ok, c'est intéressant. Et justement, je reviens à vous sur la question des allégations. Vous avez travaillé, donc, le dernier avis publié et mis à jour en mai 2022. Donc j'avais été convié par Mathieu Janisch, qui aurait eu plaisir à venir aujourd'hui, mais malheureusement est en formation, à donner des formations, qui est un consultant chercheur indépendant spécialisé de la communication responsable. Il a travaillé notamment avec vous sur ce dernier avis sur les allégations. Donc on va vraiment parler de l'allégation. Quelles sont les principales aujourd'hui formations? Vous l'avez entendu, ça complexifie, mais quelles sont les principales formulations que vous préconisez quand vous déparlez de cette neutralité carbone? En fait, ce qu'on a travaillé dans l'avis d'expert sur la communication, c'est pas tout à fait le même que c'est le deuxième avis qui a été remis à jour là en mai 2022. On pourra vous donner le lien si ça vous intéresse. Il a aussi été traduit en anglais exprès pour ceux qui ont des filiales à l'étranger, pour que ce soit plus compréhensible. En fait, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour être dans une logique de communication et nous permettre de comprendre qu'on va aider le public à regarder et à éviter d'être perturbé entre la réalité de ce qui est dit, enfin de ce qui est fait et ce qui est dit. On a travaillé avec ce groupe, il y avait Mathieu, il y avait les experts de l'ADEME, il y avait Reforest Action, il y avait le CIRAD, voilà, on a fait un groupe de travail, César a été aussi invité à réagir, à compléter, parce que le but du jeu c'est de faire quelque chose sur lequel on se sent à l'aise globalement. Et donc par rapport à ça, on a travaillé sur les deux aspects. Je vous l'ai dit, le décret, on travaille sur un seul angle, qui est celui de la neutralité carbone des produits et des services. Je n'ai pas abordé la question de la communication corporate ou institutionnelle. Nous, on travaille bien sur ces deux angles-là. Sur la com corporate, donc celle qui dit mon entreprise est neutre en carbone, à la différence de la communication produit, mon eau minérale en plastique est neutre en carbone. Sur celle-là, ce qu'on dit, c'est effectivement qu'il faut se défaire de l'approche arithmétique, celle qu'on dit tout à l'heure, c'est Newton émise égale Newton compensé, et il faut agir et communiquer de façon distincte dans l'ordre que César aussi a précisé. D'abord, je réduis drastiquement mes émissions, ensuite je démontre et j'explique comment je mets à disposition de mes clients des produits ou des services bas en carbone, et puis pour les émissions résiduelles que j'ai vraiment pas pu éviter, quelles sont les démarches de compensation que je vais mettre en place. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est de travailler dans une logique de preuve. Il n'est pas question d'avoir simplement des déclarations à l'emporte-pièce, et souvent, ça, on le voit, ça fait partie des choses qui posent des difficultés. Sur la question donc des formulations que l'on va pouvoir mettre en avant, on va par exemple dire moi, entreprise, je contribue à, et donc la boucle est bouclée avec ce que disait tout à l'heure César, à savoir le fait que je contribue à la neutralité carbone nous met en retrait. Simplement, c'est pas simplement un mot sémantique, César a très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, c'est un vrai changement de paradigme parce que ça met à la bonne hauteur mon action que je peux mettre au service de la communauté, de la collectivité, et non pas je me gargarise de quelque chose que je ferai toujours mieux que les autres, qui est l'inverse, l'extrême inverse d'une communication dite responsable. J'aime aussi beaucoup, par exemple, je ne fais pas de publicité, je n'ai pas d'action pour eux, mais ce que fait Decathlon sur sa page, où ils expliquent modestement la façon dont ils vont, en tant qu'entreprise, participer, contribuer à la neutralité carbone. C'est un discours non seulement modeste, mais extrêmement pédagogique, et c'est suffisamment rare pour pouvoir être noté. Ensuite, donc, on a essayé de dire, là, il faut expliquer comment je contribue à la décarbonation des activités en réduisant de X millions de tonnes de CO2. Voilà. Ensuite, il y a la communication produit. Sur la communication produit, donc là, on dit, oublions je suis neutre en carbone sur mon produit ou mon service. Et puis surtout, essayons de nous appuyer sur des référentiels existants, et donc là-dessus, l'affichage environnemental, il est absolument prédominant.
On a essayé aussi de réfléchir, parce que ça c'est un vrai souci pour les marketeurs, sur la façon dont justement ils pouvaient essayer de faire des pastilles marketing. Vous savez, si on leur dit ne dites pas de neutre en carbone, comme ils disent ah ouais, mais dans ce cas-là, comme mon concurrent il le fait, pourquoi on ne le ferait pas, forcément on a essayé de réfléchir à ça. Alors là, on s'est inventé une petite pastille, je ne sais pas si on la voit là, voilà. C'est pas grave, moi c'est pas très grave. Donc en gros, le test qui aurait marqué empreinte carbone moins X%, et puis une petite phrase à côté qui précise ce que ça veut dire. Voilà, l'empreinte carbone associée à l'éco-conception de mon produit a permis la réduction de X tonnes d'émissions de CO2 en 3 ans. Et ensuite, renvoi direct vers le site internet où on explicite les choses parce qu'on a de la place, parce que là, c'est le lieu de la communication, voilà, et qu'il faut travailler comme ça, on n'a pas beaucoup de place. Donc voilà. Donc nous, c'est ce genre de choses que l'on fait. On cite tout un tas d'horreurs qui peuvent être faites, mais on essaye de faire des propositions pour justement accompagner les services marketing et communication pour pouvoir mieux communiquer plus juste. Et plus juste, ça veut dire être plus transparent, apporter des preuves, ne pas aller au-delà de ce que l'on fait vraiment et être dans une logique où justement on évite de faire du greenwashing. Et Valérie, on va vous garder encore une fois. En fait, c'est juste une petite question. Un produit acheté, un arbre planté est une formulation qui est à proscrire selon madame de cette année. Pourquoi? Pour les raisons que tous les trois ils ont bien explicité. On n'est pas dans les mêmes niveaux de temporalité. Effectivement, quand je vais planter des arbres, peut-être que mon arbre, de toute façon, le temps que ça permette de séquestrer tout un tas de choses, il va peut-être brûler, il va peut-être disparaître, etc. Et c'est pas ça qu'il faut faire. De plus, de dire un produit acheté qu'un arbre planté, là aussi, c'est complètement trompeur. Ça nous fait rester dans cette logique arithmétique qui pour nous est fausse, et à partir de ce moment-là, eh bien, ça contribue à ce que j'ai dit au début, à faire croire qu'il y a une opération magique. J'aime beaucoup ton terme. C'est magique, et que donc toutes ces émissions de CO2 vont disparaître. En plus, tailler. C'est bien de planter des arbres, je ne dis pas le contraire, il y a des opérations où c'est bien. Il ne faut pas non plus qu'on aille trop loin dans le fait de critiquer la plantation d'arbres. Il y a des fois où c'est bien, mais il y a tellement d'autres choses à faire, et avant tout de ne pas dégrader les écosystèmes. Ça, c'est absolument primordial, on est bien d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, dans le fait d'éviter de dire un produit acheté qu'à un arbre planté, on ne va pas projeter cet imaginaire trompeur-là, et on va remettre à sa juste place les arguments qui vont nous permettre d'aller encourager les gens à agir, d'aller encourager les entreprises également à dépasser une logique qui est purement commerciale, une logique où on investirait pour pas grand-chose, comme si on achetait une indulgence, et donc un droit à polluer. Et c'est ça qui nous pose problème aussi fortement. Et donc restaurer les écosystèmes, les préserver, faire attention à eux, pour nous, c'est pas ça que ça signifie un produit acheté qu'à un arbre planté. Et à partir de ce moment-là, vous ne contribuez pas à la connaissance. Vous ne contribuez pas à faire en sorte que les gens aient un meilleur rapport à la nature et comprennent comment eux aussi peuvent agir. Et je pense que c'est à ce titre-là la communication responsable, si on veut que la com participe à la transition écologique, elle peut le faire si elle fait aussi œuvre de pédagogie. Et souvent les entreprises ont envie de rentrer dans cette logique de pédagogie. Et bien elles ont l'occasion avec ces projets. Merci. Et Charlotte, justement sur cette formulation proscrite, j'imagine que beaucoup d'entreprises vous contactent, est-il possible de faire une opération, un produit acheté, un arbre planté pour vendre une savonnette à 5 €. Est-ce que c'est un message simple qui parle à tout le monde, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça cache au fond finalement, et est-ce que ce serait pas un peu le même problème avec le crédit carbone? Si, c'est typiquement les mêmes mécanismes, parce que c'est la métrique de l'entreprise. Vous avez un produit, vous avez une tonne de CO2, c'est directement rattaché à la métrique de l'entreprise, donc on a envie de faire un lien directement avec le projet. Avec le carbone, c'est qu'en fait, il va avoir tendance à privilégier les produits. Et c'est aussi ça qui peut être complexe, c'est que c'est plus facile dans les méthodologies aujourd'hui d'avoir un scénario de référence où on a par exemple une prairie qu'on va reboiser, donc on va tout de suite pouvoir calculer la tonne de CO2. Alors qu'une forêt qui est déjà existante, on va avoir beaucoup plus de difficultés à prouver si oui ou non elle va avoir amélioré le tonne de CO2. Et la plupart des
aujourd'hui. Ça commence, on va avoir justement par rapport au label bas carbone, on va avoir des solutions sur la forêt française par exemple, mais ce n'est pas les premières méthodologies qui vont être mises en place, alors qu'on sait bien que l'enjeu c'est de préserver l'existant, préserver les forêts, et l'indicateur carbone, il doit passer derrière la biodiversité. Et nous, on est vraiment aussi sur cette approche-là, c'est pour ça que je pense qu'on va se titiller encore avec la requête, parce que dans ce qui présente dans la méthodologie, il y a toujours cette conversion avec des projets de puits de carbone. Et dans les activités qui sont mises en place, on peut faire des activités de sensibilisation, d'inventaire, de lobbying aussi pour lutter contre la déforestation importée, qui ne vont pas générer de façon automatique des crédits carbone. Donc on a encore, je pense, besoin de se poser la question de ces grandes directions. Est-ce qu'elles doivent forcément être fléchées sur les puits de carbone qu'on va chercher à quantifier, ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de mettre le carbone après la biodiversité? C'est quelque chose qu'on verra effectivement peut-être sur la table ronde numéro 3. Pour continuer, Charlotte, tu abordes la question des crédits carbone. Finalement, ça favorise les projets, on va dire, faciles à mettre en œuvre de séquestration. On a un plus grand différentiel de séquestration carbone, là où améliorer la gestion forestière, finalement, le delta est beaucoup plus faible, donc on a peut-être moins d'intérêt à mettre ça en place. Est-ce que finalement ces mécanismes de certification carbone sont adaptés au projet de préservation et de restauration des forêts? Selon vous, quelle est votre expérience au niveau de cœur de forêt sur ce sujet? Non, elles ne sont pas adoptées. Il y a une solution qu'on aimerait nous mettre en avant qui est possible, qui, je pense, va demander aussi un travail de méthodologie sur l'évaluation des projets. Et c'est d'arriver à décorréler le carbone des entreprises vers les projets. On l'a vu, on a dans le calcul de la développement initiative une évaluation du carbone, des émissions, des réductions. Et nous, on voudrait intégrer une espèce d'étape intermédiaire pour pouvoir convertir soit ces émissions totales, soit ces émissions résiduelles à définir, en budget carbone, en budget de contribution positive, sur la base d'un prix interne du carbone. Et ça, c'est quelque chose qui serait hyper intéressant parce que je pense que l'une des difficultés que je pense que doivent, je crois que nos entreprises, on n'en a pas autour de la table, mais une des difficultés que peut aussi avoir l'entreprise, c'est comment se démarquer, comment valoriser son engagement. Et je pense que le prix interne du carbone peut être aussi un outil stratégique pour montrer quel est l'engagement qu'on peut avoir, valoriser ses émissions autrement, et surtout ensuite avoir un budget et finalement se tourner vers des projets holistiques avec un budget et non pas un quota de tonnes de CO2 à avoir. On a un peu discuté avec César, c'est des choses qui sont peut-être possibles, mais qui vont demander à avoir aussi ensuite une certaine certification, labellisation, en tout cas un référentiel pour pouvoir évaluer tous les projets qui pourraient avoir un impact positif carbone, mais je pense aussi biodiversité, lutte contre la pauvreté. On est vraiment sur des problématiques qui sont tellement holistiques qu'on ne peut pas se restreindre au carbone. Alors concrètement, la méthodologie, ça dépend si vous prenez le carbone du sol, si vous prenez le carbone du bois, ça dépend si vous avez pris des tables de référence en fonction du climat, de la température. En fait, ça reste quand même assez approximatif. Pourquoi forcément aller chercher un indicateur carbone qui est approximatif, même si on a des enjeux d'équilibre, de neutralité à l'échelle planétaire, mais plutôt d'orienter vers un impact projet sur la biodiversité, sur la sensibilisation, sur l'éducation et sur toutes les questions économiques, qui vont permettre aussi de lutter contre la déforestation et d'avoir des puits et de la biodiversité qui va perdurer et être maintenue dans le temps. Donc ça, c'est une des préconisations qu'on aimerait bien voir émerger aussi, grâce au groupe de travail au portrait et avec les différents acteurs. Moi, je remercie énormément CAP et l'ADEME parce que votre appui est indispensable et porter ces paroles-là auprès du gouvernement, auprès des différentes instances aujourd'hui qui prennent les décisions est primordial. Donc j'en profite pour vous remercier aussi. Super. Je reviendrai à toi, César. Il y a une question encore, Valérie. Justement, dans l'avis de l'ADEME, vous parlez des crédits du projet labellisés. Et on voit qu'en fait, les projets, alors on va parler de projets pour l'instant encore toujours, mais les projets labellisés sont assez limitatifs. Finalement, ça reste quelque chose d'assez niche, on ne finance pas forcément ce qu'il faudrait faire. Pourquoi vous appuyez encore la nécessité d'adosser à cette communication des projets labellisés? Une entreprise, un produit
on va déclarer neutre en carbone, etc. Et selon la nature de l'action que vous menez, de toute façon, vous utiliserez le même vocabulaire. Là aussi, le fait de vous engager dans un projet, comment est-ce qu'on fait pour distinguer des projets, enfin, comment est-ce qu'on fait l'investisseur, mais aussi le citoyen qui s'intéresse à tout ça. Comment est-ce qu'il va faire pour distinguer des bons projets d'autres? Aujourd'hui, la labellisation elle est intéressante parce qu'elle permet de travailler sur la transparence. Elle permet de travailler sur une méthode qui est avec un tiers qui va venir labelliser la démarche. C'est la démarche qui nous intéresse. C'est le fait de pouvoir expliciter. On est conscient que la démarche n'est pas parfaite, mais en même temps, elle permet d'être véritablement bien explicitée. Ce que vous venez d'expliquer sur le futur, j'ai appelé l'indice de durabilité du projet, je ne sais pas si c'est ça son petit nom, mais c'est aussi des choses intéressantes. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce type de démarche à partir du moment où on est capable de la préciser, de l'expliciter et même de la faire vérifier. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on soit dans cette démarche de transparence, de preuve. Pour nous, ça c'est l'alpha et l'oméga. Et si on va là-dedans, si on est capable d'expliciter tout ça, mais en même temps il va falloir former l'ensemble des acteurs pour qu'ils comprennent les démarches, alors on pourra dépasser les opérations qui sont labellisées. Tout à l'heure Camille parlait de Terra, de Gold Standard, du label bas carbone, etc. On pourra aller loin, mais vous voyez bien qu'on n'est pas nécessairement aujourd'hui encore à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir se dire je communique sur l'ensemble des projets de la même façon. Déjà, c'est utile de progresser ensemble sur la communication autour de projets labellisés, voilà, en ayant conscience des limites et qui ont été extrêmement bien expliquées, mais qui permettent aussi de restaurer une forme de lien de confiance. Pour mémoire, des travaux qu'on mène avec Greenflex, qui date de 2020, on dit aujourd'hui que seuls 31% des citoyens ont confiance dans les marques. Okay, donc le niveau de confiance il est extrêmement bas. Plus vous allez travailler à restaurer le lien de confiance, plus vous allez avoir une forme de crédibilité des actions et d'autres choses qui vont se passer au niveau des actions qui vont être menées. Voilà. Sachant que c'est vrai que du label bas carbone, il y a un rapport du WWF qui a été publié en septembre qui montrait que ce label bas carbone, c'est un mécanisme de certification de carbone sur le territoire français. On peut financer tout un tas de projets, et pour l'instant c'est vraiment la forêt et l'agriculture, et ils ont montré que finalement la majorité des projets étaient des projets de monoculture. Donc derrière le label, il peut y avoir des choses qui sont contre-indicatives de la biodiversité. Vous verrez, pour être français, le travail qui est sorti, c'est que le climat, le CO2 découle forcément de la biodiversité, et pas l'inverse. Camille, est-ce que tu peux nous faire prendre un petit peu plus de hauteur? On va quasiment sortir de la forêt parce que ce mécanisme de certification carbone va bien au-delà. Quelles sont les limites que toi tu vois sur les questions de projet, notamment les projets de solidarité ou énergétique ou forêt, à la limite de cette quantification carbone par rapport aux impacts réellement recherchés sur le terrain? Merci beaucoup pour ça. Prendre de la hauteur, c'est bien dit. Je pense que je vais aussi un peu vous enfoncer sur ce que je vais raconter sur la fin, ce que ça va être joyeux. Mais la question de la quantification carbone, je dis, c'est un dysfonctionnement en tant que tel. Quantifier carbone, vraiment dans son fonctionnement, c'est déjà plus ou moins un dysfonctionnement, puisque ça a amené quoi? Ça a amené les acheteurs qui ont recherché à massifier la quantité de carbone qu'ils pouvaient acheter pour pouvoir compenser. Toujours cette même logique, la logique comptable. La logique comptable, elle a foutu en l'air la qualité, en fait, dans la notion de carbone. Elle est venue pervertir ce mécanisme-là. C'est pas la bonne logique, on l'a dit plusieurs fois, le 1 moins 1 n'est pas égal à 0 lorsqu'on parle de carbone. Et pourquoi? Parce que la molécule de CO2 qu'on émet aujourd'hui, elle va rester 100 ans dans l'atmosphère. Point. Et cette molécule-là, elle va y rester, sauf si on arrive à la séquestrer, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Ces arômatiques, nos puits de carbone, ils sont saturés, ils sont bousillés. On ne le fait pas. Donc, on a cette situation qui perdure, c'est-à-dire que chaque molécule qu'on émet, elle restera 100 ans dans l'atmosphère tant qu'on n'aura pas trouvé de solution. Donc, cette logique de quantification, elle est déjà problématique. Le GIEC l'a rappelé, ils ont fait donc, les trois parties de leur sixième type de rapport. Le GIEC est clair, le seul et unique chose qu'il devrait faire, c'est la sobriété et la réduction. Or, cette logique de quantification carbone, elle n'amène pas à cette
sobriété, pardon, n'amène pas à cette réponse. Donc, on est sur une situation qui incite plus ou moins à rien faire avec ces mécanismes carbone. Je l'ai dit tout à l'heure, le protocole de Kyoto, c'était il y a déjà 2007 ou 2003, je ne sais plus, 2003 pour son vote et 2007 pour son application. Depuis, on éclate les records chaque année de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Le ppm du CO2 augmente, point. C'est ça la réalité. Donc sur le terrain, quand on parle de climat, est-ce que la quantification carbone, c'est un impact recherché? À mon sens, non. J'ai travaillé en ONG pendant 7 ans, j'ai travaillé avec de nombreuses ONG aussi qui sont impliquées dans la lutte contre les changements climatiques sur le terrain. J'en ai connu aucune qui a mis sur son site internet en première page. Notre but à nous, c'est de réduire les émissions de CO2 et de capter du carbone. Non, c'est pas ça l'objectif. Lorsqu'on a des projets sur le terrain, le but c'est quoi? C'est d'améliorer les conditions de vie, c'est de préserver les écosystèmes, ça va être peut-être, je sais pas, de préparer les territoires aux conséquences des dérèglements climatiques. On est vraiment sur une entrée adaptation, sur une entrée résilience, c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et malheureusement, il faut quand même bien avoir en tête une chose, c'est qu'on a 3 ans pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Si on arrive à faire d'ici là, la prochaine cible ce sera 1,51, 1,52, etc., etc. Et ça nous conduira potentiellement jusqu'à 4 degrés. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de faire, c'est aller vers ça. Donc, on ne peut plus avoir cette logique uniquement de chercher l'impact carbone. Le carbone, c'est un co-bénéfice. Notre objectif aujourd'hui, c'est de s'adapter à ce qu'on va se prendre sur la tronche. Et on va se prendre des choses sur la figure qui vont vraiment être problématiques. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut faire des projets qui vont émettre plus de gaz à effet de serre, parce que ça serait ce qu'on appelle la maladaptation. Ça viendrait empirer la situation, s'adapter et continuer à émettre, c'est très problématique. Mais mettre toujours en avant cet enjeu du carbone, c'est vraiment un problème. C'est d'être uniquement un co-bénéfice selon nous. Par exemple, si vraiment on prend encore un petit peu de distance là-dessus, mais est-ce que d'après vous, les Indiens et les Pakistanais qui ont vécu plusieurs semaines à plus 50 degrés aujourd'hui, ils ont quelque chose à foutre qu'on puisse manger du gorgonzola neutre en carbone? Non, on est vraiment plus dans cette logique-là. En fait. Il faut vraiment qu'on arrive à distinguer ça. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment cette adaptation. Donc, la clé, c'est de pouvoir conduire des activités qui vont mener de front, atténuation et adaptation. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et pour revenir un petit peu sur la partie financière, mais quand je vous disais tout à l'heure que le prix moyen en France était de 4,50 € sur une tonne carbone, en France, on a eu un chiffre de quasiment 5 millions d'euros qui ont été générés en 2020 par les opérateurs qui ont vendu des crédits carbone. 5 millions d'euros qui ont servi juste à permettre cette logique carbone, cette logique comptable. Si on avait mis cet argent ailleurs, si on s'était dit plutôt que de penser la compensation, on l'aurait mis peut-être dans des stratégies d'adaptation. Peut-être qu'on aurait eu des résultats qui étaient beaucoup plus tangibles que de rechercher toujours à tout prix cette logique comptable de compensation carbone. Donc voilà. Et sachant qu'en plus sur ces 5 millions d'euros que tu annonces, on n'a pas la part de marge du broker. Non, en plus, non. C'est qu'en gros, on peut acheter un crédit carbone à un porteur de projet, acheter à un prix, on peut le revendre. Et ça, en fait, aujourd'hui, ce que donnent les informations que donne un peu de compensation carbone, c'est toujours le prix de revente final. Donc, quand on vous dit 4,50, vous pouvez être très sûr que derrière, il y a des prix achetés sur le terrain beaucoup plus bas, de 100% de marge, c'est des choses qui sont assez courantes dans le secteur, que l'on connaît très bien. César, tu vas presque pouvoir conclure, je crois, et Charlotte, tu as fait un appel du pied. Tu sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur, sur la question de la contribution. On défend vraiment cette vision, mais on a encore un petit problème, c'est comment défocaliser, décorréler le carbone à ces enjeux plutôt de biodiversité, de projet carbone. Comment tu perçois? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que ça sera possible demain de se défocaliser de cet indicateur que tout le monde comprend, mais qui finalement n'est peut-être pas le bon pour évaluer ce qui est un bon projet de forêt? Il y a énormément de choses à dire. Mais non, c'est très bref. En fait, la question que tu poses, il y a plusieurs questions. Il y a la question on parlait tout à l'heure de contribution à la neutralité, mais il faut toujours compléter par contribution au juste niveau à la neutralité. Et la question à se poser, c'est quoi ce juste niveau? Il y a plusieurs manières de le définir. Donc là, je suis vraiment uniquement dans l'aspect carbone, sur une frame de biodiversité. Le juste niveau, on peut le voir effectivement comme une logique comptable. Une tonne émise égale une tonne compensée, c'est la vision historique, qui est une vision qui a été un peu combattue par plein de gens, notamment le CNV Stargate Initiative, mais pour celles et ceux qui connaissent, ils sont restés dans un paradigme d'équilibre émission-absorption en 2050. Simplement, ils disent aujourd'hui, c'est pas possible de se dire neutre en carbone. Par contre, en 2050, une fois que vous aurez tout réduit et que vous aurez neutralisé avec des forêts,
vous êtes net zéro, vous êtes plus neutre, vous êtes net zéro. Donc c'est un petit peu une évolution positive, je trouve, mais quand même, on reste dans un paradigme de comptabilité carbone et 1 pour 1. Une autre manière de faire, c'est, comme vous l'avez dit, de plutôt dimensionner un effort non pas en termes de tonnes, mais en termes d'euros. Et c'est là qu'interviennent toutes les notions de prix interne du carbone et dimensionnement d'un budget global de contribution à l'aune de ce que tu émets chaque année en scope 1, 2 et 3 fois un prix du carbone, on juge suffisamment ambitieux, et ce qui te donne un budget à investir dans des projets. Et c'est là que j'en viens à ta question, biodiversité, etc. Parce qu'en fait, raisonner comme ça ouvre énormément de portes super intéressantes qui sont que on n'aurait plus à essayer de maximiser la quantité de carbone qu'on vient financer, on va juste vouloir financer des bons projets. Et c'est là qu'on nous apporte de qu'est-ce qu'un bon projet. Un bon projet, c'est un projet qui va avoir du carbone séquestré ou évité. Parce que quand on parle d'évitement de la déforestation, c'est tout aussi crucial, voire même plus prioritaire d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est du bon carbone, de la bonne biodiversité, des bons co-bénéfices sociaux, économiques, etc. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on pourrait pas redéfinir une sorte de bestiaire de la contribution carbone où des organismes de certification qui restent nécessaires, dans séparer le bon grain du vrai, viennent tamponner des projets qui ne sont pas uniquement des projets qui séquestrent le carbone, mais qui répondent à un certain cahier des charges complet. Et d'ailleurs, j'ouvre même la porte, j'ose dire que certains de ces projets pourraient ne pas provoquer des bénéfices carbone immédiats. On sait aujourd'hui qu'on a besoin pour arrêter la catastrophe que tu as décrite si bien, Camille, financer dès maintenant des projets de R&D par exemple qui ne vont porter leurs fruits que dans quelques années, quelques dizaines d'années. Et c'est là qu'on a besoin de certifications carbone qui disent c'est aujourd'hui qu'il faut les financer, mais c'est peut-être dans 30 ans qu'il y aura ces fruits, mais on s'en fiche. Donc le fait de passer de la logique comptable carbone à la logique euro, ça permet de se déstresser sur plein de choses et d'ouvrir un champ de financement à des projets essentiels, et notamment de biodiversité. Et je finirai en disant qu'effectivement, Carbone 4 est en train de réfléchir avec un énorme consortium international à une sorte de système de certification de biodiversité qui ne s'appelle pas crédit carbone. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs historiques dans l'acheter de carbone, mais qui invite les acteurs économiques à investir dans des projets, financer des projets qui ont un impact positif sur la biodiversité. Et Charlotte, est-ce que cette réponse te convient pour conclure? Merci. Ça me convient très bien. Et je pense que ça, comme tu dis, ça ouvre un champ des possibles et ça permet de donner de la complexité au projet. On l'a bien vu, la complexité du bilan, elle est vraiment réelle. Et il faut que nous, on fasse preuve aussi de flexibilité pour comprendre et pour adapter le mécanisme comptable. Alors, je sais que tu disais la comptabilité peut être fausse, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on aille, je pense, dans cette direction. Si vous lancez, vous initiez ce mouvement en tant que aussi, je pense, leader, ça permettra d'ouvrir énormément de portes. Et je pense que notre rôle aussi à tous, c'est d'être vigilant, parce que nous, on le voit un peu, parce qu'on est vraiment dedans, mais on sent qu'il y a un certain raz-de-marée sur le carbone, et il faut vraiment être vigilant pour pas se faire. C'est tellement facile de se faire happer, de voir la patte du gain, et d'arriver à proposer des choses, et d'aller de l'avant. On a très peu de temps, donc il faut qu'on avance vite, il faut qu'on arrive à lancer ces groupes de travail, il faut qu'on arrive à mettre les gens autour de la table, à monter aussi ces mécanismes d'évaluation. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'on aille vite, et j'espère qu'on va y arriver, parce qu'on a très peu de temps encore aujourd'hui. Merci beaucoup à vous quatre pour ce riche échange passionnant pendant lequel